Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est le lundi 13 juillet 2026 et notre cher ami Paul Craig Roberts est avec nous. Bienvenue, Paul. Welcome back, Paul. Merci, Nima. I want to start with the latest news. Je voudrais commencer par les dernières nouvelles concernant le Yémen. Il y a quelques instants, on a appris qu'un des avions iraniens qui tentait de briser le blocus du Yémen, il l'avait déjà fait auparavant, a essayé de le faire à nouveau aujourd'hui et qu'il a finalement atterri au Yémen au mois de juin. Pas à l'aéroport international de Sanaa, qui a été frappé par des avions de chasse saoudiens. Les chasseurs saoudiens ont touché la piste de l'aéroport de Sanaa. L'avion iranien s'est donc dirigé vers Al-Hodeïda, dans l'ouest du pays, une zone contrôlée par Ansar. Il s'est posé là-bas. Il existe des images montrant clairement l'atterrissage de l'appareil. Résultat, le ministère des Affaires étrangères du Yémen a déclaré que le cessez-le-feu entre le Yémen et l'Arabie saoudite était terminé. Quelle est, selon vous, la conséquence de tout cela? Ils pourraient attaquer l'oléoduc d'Arabie saoudite, celui qui va du territoire saoudien jusqu'à la mer Rouge, comme alternative au golfe Persique. Comme le golfe Persique reste en quelque sorte bloqué, il n'y a plus de mouvement dans le détroit d'Ormuz. Comme vous le savez, hier, il y a eu un affrontement actif entre les deux camps, les États-Unis et l'Iran, et ils pourraient aussi faire quelque chose du côté du Bab el-Mandeb, dans la mer Rouge. Ça, c'est un autre levier qu'ils ont. Voilà la situation aujourd'hui. Donald Trump a déclaré dans une interview sur Fox News que les États-Unis allaient contrôler le détroit d'Ormuz et que le système de péage serait, vous savez, entre les mains des États-Unis. Ils vont faire payer un droit de passage à quiconque essaiera d'utiliser le détroit d'Ormuz. Voilà la situation, Paul. Concernant les deux combats, d'abord, je ne sais pas si le Yémen va reprendre les hostilités, mais ils ont déclaré que le cessez-le-feu était terminé. Ensuite, pour ce qui est du détroit d'Ormuz, comme je l'ai déjà dit, si tu regardes le site de suivi maritime ou un site du même genre, tu verras qu'il n'y a aucun mouvement dans le détroit. Les États-Unis ont essayé hier de frapper des cibles en Iran avec des lance-roquettes HIMARS. C'est nouveau, parce qu'avant, tout passait par des avions de chasse qui s'approchaient des frontières iraniennes pour frapper leurs objectifs. Hier soir, il y a eu une attaque depuis le Koweït et Bahreïn, visant le sud de l'Iran et aussi l'ouest du pays, près du Koweït, avec des HIMARS. Paul, à toi. Et la priorité, apparemment, pour Donald Trump, c'est le détroit et les marchés pétroliers, qui, soit dit en passant, ne se portent pas très bien. Pour rappeler ce qui s'est passé avant le début de la guerre, les réserves stratégiques de pétrole des États-Unis étaient de 395 millions de barils quand Donald Trump a été élu en janvier 2025. Avant le début de la guerre, ces réserves ont augmenté d'environ 20 millions de barils pour atteindre 450 millions. Depuis le début du conflit jusqu'à aujourd'hui, on a une baisse d'environ 95 millions de barils parce qu'ils ont essayé d'utiliser ces réserves pour stabiliser le marché du pétrole. C'est l'une des principales préoccupations de l'administration Trump en ce moment. Et concernant le détroit, comment voyez-vous la situation avec ce conflit? Eh bien, comme je l'ai dit depuis le début, le conflit ne s'est jamais vraiment terminé. C'était une erreur de la part des Iraniens d'accepter le cessez-le-feu. Donc, ce qu'on voit maintenant, avec ces nouveaux développements que vous avez mentionnés, et j'en ajouterai d'autres tout à l'heure, c'est l'Iran, les Yéménites et le Hezbollah doivent décider s'ils veulent faire la guerre ou continuer ce jeu perdant de représailles, de cessez-le-feu rompu, encore des représailles. Ça peut durer 10 ou 20 ans comme ça.
that can continue for a decade or two. um, or they're going to fight. So if the Ou alors ils vont se battre. Si les Yéménites parviennent à détruire l'oléoduc saoudien vers la mer Rouge, la pression sur l'Occident va monter très vite. La question, c'est que peut faire l'Occident? Trump fanfaronne sans arrêt. Il a affirmé au moins une douzaine de fois qu'il avait déjà détruit l'Iran et qu'il n'en restait plus rien. Et pourtant, les Iraniens sont toujours là et ils contrôlent le détroit. Alors, comment les États-Unis peuvent-ils en prendre le contrôle? Ils ne le peuvent pas. Ils n'osent même pas y envoyer leurs navires de guerre. Ce ne sont donc que des paroles bravaches de la part de Trump. Et en refusant de voir qu'il s'agit d'une guerre existentielle dont dépend la survie même de l'Iran, l'Iran et ses alliés ne font pas face à la réalité de la situation. L'autre jour, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a dit « Oh, nous n'attaquons pas les gens, nous ne faisons que nous défendre. » Franchement, c'est absurde. Totalement absurde. Les Iraniens essayent de se présenter comme des gens d'une grande moralité, en contraste avec ce qu'ils appellent les criminels d'Israël et de Washington. Mais quel effet ça a? Au juste. Le monde entier a toléré le génocide de Gaza par Israël. Que pensent les dirigeants iraniens? Que les États-Unis, l'Europe de l'Ouest ou qui que ce soit se soucient de leur moralité? Bien sûr que non. C'est un objectif illusoire que les Iraniens essayent d'atteindre. Vous savez, les Russes ont essayé de faire la même chose. Oh, regardez-nous. On est tellement meilleurs. Nous, on ne fait pas ces choses horribles. Eh bien, tout ce que Washington entend, et tout ce que Tel Aviv entend, c'est que ces gens-là n'ont même pas le bon sens de se battre pour leur existence. C'est tout ce qu'ils entendent. Ils se disent, on a affaire à des idiots. Ils ne se battront pas. Ils n'ont aucun bon sens. Et ça crée un climat qui ne fait qu'envenimer la situation. Maintenant, laissez-moi vous dire ce qu'il y a de pire. Surtout pour l'Iran. Il y a des informations dans les médias, on ne sait jamais si elles sont fiables, mais il y a des rapports selon lesquels Poutine, le président de la Russie, aurait accepté que la Turquie transfère son système de défense aérienne S-400 aux Émirats arabes unis. Tu veux dire les Émirats arabes unis? Les Émirats? Oui, oui. Alors, on s'attend à ce que ce système intercepte tous les envois de pétrole du Golfe. Bon, je ne suis pas un expert en armement, mais d'après ce que je comprends, si c'est exact, le système russe S-400 n'aura aucune difficulté à bloquer les missiles iraniens. Donc, une fois que ce système sera déployé, l'Iran aura perdu toute capacité de frapper les bases américaines ou les cibles israéliennes, s'ils l'obtiennent. En restant là, sans prendre la guerre au sérieux. Je pense que cette information est peu probable. Je ne vois pas la Russie laisser faire ça. Parce que si elle la donne aux Émirats arabes unis, ça veut dire qu'ils vont transmettre les informations aux États-Unis. Et qu'est-ce que ça veut dire pour la Russie? Qu'est-ce que ça implique pour l'ensemble? Parce qu'ils ont leurs propres préoccupations en matière de sécurité. Ça veut dire que Je sais qui a parlé de ça. Moi, je n'ai vu aucun rapport, de quelque nature que soit. D'accord, une minute. je vais te dire, attends juste une minute. Ah, ça va nous prendre. Enfin, si je clique là-dessus, bon, tu sais quoi, Nima, je vais te répondre comme ça. J'écrirai là-dessus une fois notre entretien terminé. D'accord. Je vais te l'envoyer parce que je l'ai à l'écran, partagé avec cette interview. Mais si je clique dessus, je ne sais pas trop ce que ça va faire à notre connexion sur StreamYard. D'accord, pas de souci. C'est quel média? Rumahatsov et le partager ici.
what is the outlet? What is the? I'm gonna find it and share it here. La Russie a accepté que la Turquie vende des systèmes de défense antiaérienne S-400 aux Émirats arabes unis. C'est ce qu'a rapporté Middle East Eye. Oui, c'est dans Middle East Eye. D'accord. Okay, go ahead, Paul. Your assessment. D'accord. Vas-y, Paul. Très bien. Alors, si tu demandes pourquoi la Russie ferait ça, apparemment, pour l'argent. John Helmer en parle ce matin. Et il semble que ce qui s'est passé, c'est que Kirill Dmitriev, un des protégés de Poutine, un porte-voix des oligarques russes, a convaincu Poutine que ça ferait plaisir à Trump. Et qu'en faisant plaisir à Trump, ils obtiendraient une sorte d'accord lié au chaos ukrainien, un accord qui permettrait aux oligarques de récupérer leurs fortunes en Occident et de relancer leurs affaires. Et ces intérêts économiques, c'est ça qui compte pour la Russie, pas une victoire militaire en Ukraine. Donc, voilà ce que ça semble être. C'est une autre façon pour Poutine de se plier à Trump. Et en suivant les conseils de Dmitriev et des oligarques, cet appel arrange bien les affaires de Trump. Parce que maintenant, les bases américaines peuvent être protégées. Et Trump, en retour, leur offrira un accord qui lèvera les sanctions pour que les affaires reprennent normalement. C'est, semble-t-il, ce que John Helmer suggère être derrière tout ça. Depuis des années, on voit bien que Poutine refuse de se battre. On le voit depuis longtemps. Il n'admet même pas qu'il est en guerre. Il fait comme si c'était une opération antiterroriste. Alors, je pense que le retard iranien les condamne. Ils perdent tous leurs avantages en se laissant piéger ou pousser par d'autres pays musulmans, par la Russie et la Chine, dans des négociations qui ne peuvent mener nulle part, sinon à la destruction de l'Iran. Parce que tout cela laisse le temps à ces événements de se produire. Donc, c'est ça le plus grave. L'effort iranien et yéménite d'utiliser le pétrole comme une arme pour paralyser l'Occident. Ça aurait dû être fait depuis longtemps s'ils étaient vraiment sérieux. Le fait qu'ils ne s'en soient pas servis montre qu'ils ne le sont pas tant que ça. Alors, qui est sérieux? Les Israéliens, Trump, leurs agents et les oligarques russes qui se moquent complètement de l'issue de la guerre en Ukraine. Tout ce qu'ils veulent, c'est retrouver l'accès à leurs fortunes et à leurs affaires. Alors, on achète Trump. Offrons aux Américains la protection qu'ils n'ont pas, en laissant la Turquie transférer le S-400 aux Émirats arabes unis. Eh bien, vous avez le rapport. Vous l'avez vu. Oui, je l'ai vu. Yeah, I saw it. I shared it. Votre public a vu ça. Donc, ça a complètement changé la donne, et l'Iran a pris l'avantage. Le fait que les Saoudiens aient empêché l'atterrissage d'un avion iranien au Yémen montre qu'ils sont de nouveau dans la poche des Américains. Et en Turquie, je dirais que ça montre qu'ils sont aussi dans la poche de quelqu'un, mais pas de l'Iran. On voit donc une fois de plus ce que j'ai toujours souligné. Il n'y a pas d'unité entre les musulmans. Les idiots de Saoudiens et les idiots de Turcs participent à leur propre destruction en coopérant dans cette attaque contre l'Iran. Ils seront les prochains. Et ils en ont bien conscience. Voilà la réalité, Nima. Regarde bien la situation. Commençons simplement par un jeu de représailles. Qui en paie le prix? Les Iraniens et les Américains. Et Israël, qu'est-ce qu'il paie? Rien du tout. Ils ne sont pas dans une logique de représailles. Alors, qui est responsable de toute cette agression? C'est Israël. Mais eux, ils n'en subissent aucune conséquence. Aucune. Les conséquences, ce sont les cibles iraniennes que les Américains frappent et les cibles américaines que les Iraniens frappent dans les États du Golfe. Autrement dit, c'est une situation parfaite pour Israël,
Ils dirigent le jeu, et ça ne leur coûte rien. Rien ne leur arrive. Mais alors, qu'est-ce qui ne va pas avec la direction iranienne pour qu'elle laisse une situation pareille se développer? Ça montre un échec total de réflexion, une incapacité à percevoir la réalité. Alors, comment pourraient-ils l'emporter? Ils ne savent même pas ce qui se passe. Voilà la situation. Et bien sûr, comme je l'ai déjà dit, les Saoudiens, stupides. Les Turcs, stupides. Une stupidité incroyable, vraiment. Oh, on va aider les Israéliens à se débarrasser de l'Iran. Eh bien, les Iraniens doivent se réveiller et comprendre qu'ils sont en guerre, et que la détermination d'Israël et des États-Unis, c'est de détruire leur existence. Pas de négocier la paix, pas d'accepter des conditions iraniennes où ils contrôleraient les voies maritimes. Les États-Unis, jamais ça. Jamais. Cela ne peut être imposé que par la force iranienne. La seule façon de régler cette affaire, c'est par la force. Alors la vraie question, c'est qui est prêt à l'utiliser? C'est ce camp-là qui gagnera. Et c'est bien de ça qu'il s'agit, rien d'autre. Peu importe ce qu'il a dit, ou ce qu'un autre a dit, ou qui a dit quoi. Maintenant, l'image devrait être claire. La question c'est, est-ce que les Iraniens voient l'ensemble de la situation? Et si oui, est-ce qu'ils peuvent élaborer un plan de guerre qui leur soit vraiment favorable? Ou bien ont-ils attendu trop longtemps? S'asseoir, attendre. S'asseoir, attendre. Et pendant tout ce temps, ils restent assis, à toujours faire des promesses. Ils jurent ceci, ils préviennent cela, ils jurent, ils préviennent, mais il faut agir. Ils ont adopté le rôle de Poutine. Beaucoup de paroles, presque aucune action. Je pense que, tant qu'on ne verra pas de signes indiquant que l'Iran a un véritable plan de guerre qui ne dévoile pas à tout le monde à l'avance, eh bien, on restera dans la même situation. Par exemple, lors du dernier échange de représailles entre l'Iran et les bases américaines dans les États du Golfe, Téhéran a d'abord prévenu les gouvernements locaux. Prévenez vos citoyens de s'éloigner des bases pour ne pas être blessés. Et l'Iran a même déclaré, avec une certaine fierté morale, qu'il ne voulait pas faire de victimes civiles. Mais du coup, ça enlève tout coup pour les monarchies pétrolières qui accueillent les bases américaines. Encore une fois, elles ne subissent aucune conséquence. Donc on se retrouve avec les Iraniens qui font tout pour que personne ne paie le prix, sauf eux et les bases américaines. Alors, dans ces conditions, comment est-ce que ça pourrait s'arrêter? Les dirigeants des monarchies pétrolières n'ont aucune raison de dire aux Américains de plier bagages et de rentrer chez eux parce qu'ils n'en paient pas le prix. Ce ne sont pas leurs villes qui sont bombardées. Ce ne sont pas leurs habitants qui sont tués. Donc ils s'en moquent. Ils n'ont aucun intérêt à changer les choses. Résultat, les Américains continuent d'utiliser leur territoire comme base pour attaquer l'Iran. Pour les Iraniens, c'est absurde. Ils protègent tout le monde de toute conséquence. Quand les Américains frappent l'Iran, pourquoi l'Iran riposterait-il contre les bases américaines? En réalité, ils devraient viser Israël. C'est à cause d'Israël que les Américains ont attaqué l'Iran. Israël devrait en subir les conséquences. Mais non, il n'en subit aucune. C'est sans coût. La source de l'agression ne paie aucun prix. Voilà la situation. Alors dites-moi, est-ce que les Iraniens sont capables de comprendre tout ça, ou s'ils tombent un jour sur votre podcast?
J'ai raconté ça à un Iranien, Suleiman. J'ai oublié son nom de famille. Vous voyez peut-être de qui je parle. Et est-ce qu'il regarde son émission? J'en sais rien. Mais c'est quand même incroyable que tout ça continue, que les Iraniens ne voient pas ce qui se passe. C'est incroyable aussi que les Saoudiens s'allient avec les ennemis des musulmans, que les Turcs fassent la même chose. Alors pourquoi ces gouvernements sont-ils là? Le peuple, lui, ne comprend rien non plus. Donc quand on regarde cet échec total du monde musulman à comprendre la situation, on voit bien pourquoi il a été dominé par des puissances étrangères depuis 13 siècles, pas 1300 siècles. For 1300 centuries, the Muslims potentially Les musulmans, une force potentiellement puissante, ont été dominés par des puissances moindres. Et c'est toujours le cas. Voilà la question. Voilà le problème. Quelle réunion de la Ligue arabe a jamais servi à quelque chose? C'est une organisation totalement inutile. Elle n'a jamais rien fait, à part se soumettre. except acquiesce. So no, I don't think Donc non, je ne pense pas que le contrôle du pipeline vers la mer Rouge va changer quoi que ce soit. Ce qui va vraiment changer, c'est ce rapport que vous avez trouvé, celui dont je vous ai parlé. Si c'est vrai, et que ces systèmes de défense aérienne russes, S-400, sont entre les mains des alliés de l'Amérique en Israël, alors l'Iran n'a plus aucune chance. Iran is they got no way. They have two of them, Paul. They have two. Ils en ont deux, Paul. Ils en ont deux. La Turquie a acheté deux de ces bataillons, comme ils les appellent, deux bataillons de S-400. Et chacun de ces bataillons comprend deux batteries. Donc au total, ils ont acheté deux bataillons de S-400, avec 4 batteries. Ils ont reçu ces systèmes de défense aérienne en 2019. Et c'est, je crois, le point que tu viens de soulever. C'est vraiment important quand on parle de ça. Je ne sais pas à quel point ils sont capables, avec seulement 2 S-400, de défendre les Émirats arabes unis. Mais la technologie, elle, est bien là. Je ne sais pas ce que ça veut dire pour la sécurité de la Russie. What does that mean for Russian security? Yeah, and also Oui. you have to keep in mind. Et il faut aussi garder à l'esprit que ce chiffre aujourd'hui ne veut pas dire qu'il ne va pas grimper en flèche. C'est un peu comme avec le conflit iranien. On disait « Ah non, on leur donnera jamais de missiles longue portée. Jamais. Jamais. » Et puis on l'a fait. Et maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on leur donne le droit de produire des missiles Tomahawk. Et l'autre, comment déjà? Vous savez, les 2 missiles américains. Les Iraniens sont maintenant en train de... Tomahawk, oui. Now being HIMARS, yeah. JASM, JASM Polymars, JASM les ATACMS, ATACMS, what? ATACMS, ATASMS and SATINCHS. We have No, Non, tu sais, c'est le Patriot. Patriot. Patriot system. Système Patriot, système de défense aérienne, Patriot PAC 2 et PAC 3, Patriot et Tomahawk. Tomahawk, Trump Trump dit qu'il a donné la permission à Zelensky de les détruire. to produce them, and Oui, c'était le Patriot, oui. Yeah. yeah. So, but we were never going to give them. Oui, mais on n'avait jamais eu l'intention de leur en donner, même pas un seul. So Et maintenant, on leur donne l'autorisation d'en produire. S400 Donc, le nombre actuel de S-400 qui seront entre les mains des Émirats arabes unis n'a aucun sens. Ça ne veut rien dire. La semaine prochaine, ça peut être 3 fois plus, ou le mois prochain, 10 fois, 20 fois plus. Parce que Poutine a mis toutes ses cartes entre les mains de Kirill Dmitri, les oligarques, en pensant qu'il peut faire assez de concessions à Trump et l'aider à atteindre d'autres objectifs. Et ça soulagerait les oligarques russes des sanctions. Vous voyez, les sanctions ne font pas vraiment mal à la Russie. Elles touchent surtout les oligarques, parce qu'ils n'ont plus accès à l'argent ni aux relations d'affaires qu'ils avaient avant. and they don't have access to the business relationships that they had. So they're suffering, and so they're using Alors ils souffrent,
Et du coup, ils utilisent leur homme de paille, Dmitriev, pour convaincre Poutine que, eh bien, s'il aide Trump à se sortir de ses ennuis, il lèvera toutes les restrictions contre eux. Voilà ce qui se passe. Il n'y a absolument aucun signe que Poutine se soucie de ce qui arrive à l'Iran ou à la Russie. En fait, il ne veut même pas reconnaître ce qui se passe en Russie. Par exemple, ils doivent maintenant importer du diesel, parce que les dernières frappes ukrainiennes, dirigées par les Américains, ont tellement endommagé les capacités de raffinage en Russie qu'ils ne peuvent plus produire le carburant dont ils ont besoin. Du coup, toutes leurs exportations de diesel sont annulées et ils doivent en acheter à l'étranger. Et Poutine appelle tout ça des actes terroristes. Ce n'est pas la guerre, selon lui. On voit bien là à quel point le monde est prêt à se prosterner devant l'argent. Il n'y a pas d'honneur, il n'y a pas de légitime défense, il n'y a que l'argent. Ah, les oligarques veulent de l'argent. Comment pourrais-je trahir mon pays pour les oligarques, pour l'Iran et pour tous les autres? C'est comme ça que le Kremlin prend ses décisions. Et les Iraniens, comment prennent-ils les leurs? Ah, nous allons être si nobles. Nous, on n'attaque jamais, on ne fait que se défendre. Eh bien, vous allez perdre. Est-ce que c'est noble de perdre et d'être détruit? Qu'est-ce que ça prouve? Ça prouve que vous êtes idiot. C'est tout. Ça ne prouve pas que vous êtes noble, ça prouve que vous êtes stupide. Voilà la situation. Ça peut sembler être un coup de gueule, mais c'est la réalité. Et tout ça, ça arrange parfaitement Israël. Ils n'en payent aucun prix. Pendant que les Américains et les Iraniens s'affrontent encore et encore, la cause de tout ça, c'est Israël. Et au final, rien ne change. Non, Paul. Donald Trump a dit que tout en Iran appartenait aux États-Unis. Le pétrole, l'or, la nourriture, le gaz. On va tout prendre. Tout. Everything. Vous savez, ça paraît tellement absurde que les Iraniens doivent sûrement en rire et ne pas y croire. Mais ils se trompent. Leur avantage, c'était justement leur capacité à percer les défenses américaines et israéliennes. Et au lieu d'utiliser ça pour gagner la guerre et imposer la paix, ce qu'ils auraient pu faire, ils ont laissé aux Américains le temps de soudoyer les Russes et les Turcs pour qu'ils lâchent le système de défense qui, selon moi, peut arrêter tous ces missiles iraniens. Donc clairement, le système de défense américain ne peut pas les arrêter. Mais je pense que le système russe S-400, qui est bien supérieur d'après tous les rapports, si ces rapports sont exacts, je pense que lui, il le peut. Et c'est ça, le vrai changement de donne. Pas de savoir si le Yémen va faire exploser l'oléoduc saoudien vers la mer Rouge, ce qu'il devrait faire. Voilà la situation. Et ça prouve encore une fois que tout ça va mener à un conflit bien plus large qu'aujourd'hui. Exactement comme toutes les tergiversations de Poutine pendant 4 ans et demi ont fini par provoquer un conflit beaucoup plus vaste. On voit maintenant la Lettonie et la Finlande changer une politique de longue date, celle de ne jamais accueillir d'armes nucléaires. Eh bien oui, désormais elles le feront. Elles ont accepté d'en héberger. Donc voilà, la Russie, avec 2 pays de plus à sa frontière, où des armes nucléaires américaines vont être déployées. Pourquoi? Parce qu'il a refusé de gagner une guerre qu'il aurait pu remporter en 3 ou 4 jours. Il voulait discuter, faire des accords, montrer à quel point on est merveilleusement tolérant, qu'on ne veut faire de mal à personne, et blablabla. Résultat, il est en train de détruire son pays. C'est ça que fait cet imbécile. Il détruit la Russie. Et les Iraniens, ils vont jouer le même jeu?
ils vont faire les mêmes erreurs? Pour l'instant, ils reproduisent exactement toutes les erreurs que Poutine a faites. Et on va se retrouver avec 2 guerres énormes qui seront désastreuses pour toute l'humanité, pas seulement pour l'Iran et la Russie. Tout le monde va en souffrir terriblement, simplement parce que quelques dirigeants sont incapables de prendre de bonnes décisions. And that's because a couple leaders can't make good decisions. Well, I don't know where you'll hear that. Eh bien, je ne sais pas qui d'autre vous dira ça, mais c'est exactement la réalité. Et franchement, ça ne sert à rien de parler d'autre chose que de ce qui se passe vraiment. But what the situation really is. Yeah. Paul, Yemen just moments ago said that Oui, Paul, le Yémen vient tout juste d'annoncer qu'il semble qu'il tire, ou qu'il s'apprête à tirer, des missiles sur l'Arabie saoudite. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, ni quelles en seraient les conséquences, mais la situation est clairement en train de s'échauffer entre les deux camps. Et Paul, quand on regarde le détroit d'Ormuz, si je comprends bien, l'Iran considère le commerce comme son principal levier pour exercer une pression sur l'économie américaine. Parce qu'ils estiment qu'aux États-Unis, sur le plan politique, il n'existe aucun moyen d'avoir une influence sans passer par la pression économique. C'est la seule raison. Personne n'a ce genre de levier. Ni la Russie, ni la Chine, ni l'Iran, ni la Turquie. Même tous ces États arabes et les pays du CCG, avec leurs énormes investissements aux États-Unis, eux non plus, ils n'ont rien de tel. investments in the United States, they don't have anything. There is no leverage on their part when it comes to the political Ils n'ont aucun system. levier en réalité dans le système politique des États-Unis, qui soutient fondamentalement Israël et les politiques israéliennes en Asie de l'Ouest. Alors quel serait ce levier? Il me semble qu'avec le temps, le gouvernement iranien en vient à penser que la seule façon de faire pression sur les États-Unis, ce qui a d'ailleurs conduit au fameux protocole d'accord, ce soi-disant MOU, qui franchement n'a aucun sens. Mais imaginons un instant Donald Trump signant un tel accord. Cela voudrait dire qu'il reconnaît la pression. Il admet qu'il y a une forte pression sur son administration à cause des marchés mondiaux, à cause de ce qui se passe dans le détroit. C'est ainsi que l'Iran perçoit le conflit. Pour eux, le détroit d'Ormuz est le véritable levier sur les États-Unis et ensuite sur Israël. Well, they may be making another mistake. Eh bien, ils sont peut-être en train de faire une nouvelle erreur. According to Les États-Unis, d'après leur propre gouvernement, sont autosuffisants en énergie. and Et si ce n'est pas le cas, il leur suffit de montrer aux oligarques russes et à Kirill Dmitriev comment la Russie peut encore rendre service et envoyer du pétrole russe à l'Amérique. Et les Américains ont volé le pétrole vénézuélien. Oui, c'est un pétrole lourd. Il doit être raffiné différemment. Il y a moins de raffineries capables de le traiter. Donc, ce qu'on peut constater, c'est que la menace du détroit d'Ormuz n'est en réalité pas une menace pour les États-Unis, ni pour la Russie, ni pour les Saoudiens. C'est une menace pour les Européens et pour les pays industrialisés ou en voie d'industrialisation. industrialized countries or countries that are industrializing. En gros, les alliés des États-Unis. Yeah, but as we see from Trump, he doesn't Oui, really regard them mais as comme on le voit avec Trump, il ne les considère pas vraiment comme des alliés. Il est même prêt à aller jusqu'à faire la guerre au Danemark pour prendre le Groenland. Le Danemark est notre allié, mais ça ne compte pas vraiment pour Trump. Il irait en guerre contre eux pour s'emparer du Groenland. Donc ils ne sont pas vraiment perçus comme des alliés des États-Unis. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut très bien imaginer un monde divisé en plusieurs marchés pétroliers. On pourrait avoir un prix mondial du pétrole à un niveau incroyable, mais ça ne toucherait pas forcément les Américains ou les Russes. En revanche, ça pourrait frapper les Chinois, les Indiens, les Indonésiens, les Latino-Américains ou encore l'Europe. On pourrait se retrouver avec toute une série de marchés pétroliers différents, avec des sources d'approvisionnement variées, etc., voire aucune. Et donc, on aurait toutes sortes de prix du pétrole. Le prix de l'essence aux États-Unis pourrait être bas
alors qu'en Europe, il pourrait être extrêmement élevé. The gasoline price in the United States could be low, it could be extremely high in Europe. But it's the Mais c'est un marché mondial, Paul. Ils ne peuvent pas isoler les États-Unis. It's not Ce n'est plus un marché mondial s'il devient fragmenté. segmented. but so far Mais jusqu'à présent, ils ne l'ont fait. C'est pour ça que le prix du pétrole augmente aux États-Unis. That's right. They didn't do it because they didn't see Exactement. Ils ne l'ont pas fait parce qu'ils n'en voyaient pas l'intérêt. Mais si les conditions évoluent au point de les y contraindre, ça arrivera. Les Américains ne vont pas exporter de pétrole, de gaz ou d'essence. À quoi sert l'argent si demain les prix sont encore plus élevés? On garde tout pour soi, pour être autosuffisant. Vous voyez, tout ce discours sur la mondialisation, c'était une énorme tromperie. Tout ce que fait la mondialisation, c'est rendre chaque pays dépendant. Plus personne n'a d'indépendance. Les pays qui sont tombés dans ce piège de la mondialisation sont stupides au-delà de toute mesure. Complètement stupides. Leurs dirigeants n'ont même pas assez de bon sens pour justifier leur existence. Le globalisme est totalement destructeur. Il détruit la souveraineté, toutes les formes d'indépendance. totally destructive. Destroys sovereignty, all forms of independence. And I don't see the United States Et je ne vois pas les États-Unis décider que le mondialisme est plus important que d'avoir assez d'énergie. Surtout quand on voit des centres de données poussés partout dans le pays qui avalent l'électricité comme un monstre. Ce Godzilla, ce monstre qui dévore tout. Alors, comment vont-ils produire cette électricité? Ils vont la prendre aux consommateurs. Les gens vivraient à la bougie, sans chauffage, sans climatisation, juste des bougies, pour que les centres de données puissent tourner. Franchement, je ne suis pas si sûr de la stratégie iranienne. Je pense que les Iraniens ont le droit de contrôler les anciennes voies maritimes et que clairement, l'Amérique n'a aucun droit de les contrôler. And certainly America doesn't have any right to control it. I mean, how can Trump say America has a right to control? Je veux dire, comment Trump peut-il dire que lui, que l'Amérique, a le droit de contrôler le détroit? It's not a Si les Iraniens n'ont pas le droit de le dire, comment les Américains peuvent-ils le dire? why can't Ce n'est pas un passage maritime qui borde un territoire américain. Si Trump peut le dire, alors pourquoi pas Israël, la Russie, la Chine, le Brésil ou n'importe qui d'autre? Le Mexique, par exemple, dire « nous contrôlons les détroits ». Ce genre de déclaration n'a aucun sens. Les promesses et les avertissements non plus. Seule l'action compte, et elle doit être décisive. Vous voyez, vous avez eu raison de souligner que les Iraniens étaient préparés au type d'attaque qu'ils subissent. Ils étaient prêts sur le plan défensif, pas offensif. Eh bien, si on reste toujours sur la défensive, tôt ou tard, on finit par perdre. Well, if you're always on the defense, sooner or later you lose. So it's like the Iranians. C'est comme si les Iraniens n'avaient qu'une seule lame des ciseaux. Ils avaient la lame défensive. Where's the offense? Mais où est la lame offensive? Quand cette attaque américano-israélienne a eu lieu pour la deuxième fois, il aurait dû y avoir un plan de guerre iranien prêt à effacer complètement toute présence des États-Unis au Moyen-Orient, jusqu'à traquer les navires et les couler, jusqu'à mettre fin à l'existence d'Israël. To terminating the existence. Ça aurait dû être terminé. Ce plan aurait dû être prêt, posé sur la table. Et dès qu'ils attaquaient, ça aurait dû se déclencher. Mais non. It didn't. Et maintenant, la situation échappe au contrôle de l'Iran. Exactement comme Poutine est resté assis pendant 4 ans et demi à laisser la guerre lui échapper des mains. For 4.5 years and let the war move out of his control. Now, when you look at it this way, it doesn't give you much else. Alors, quand on le voit comme ça, il n'y a plus grand-chose d'autre à dire. Je ne cherche pas à critiquer votre programme, mais je vois bien les guerres énormes qui vont en découler. Parce que franchement, comment pourraient-elles être évitées? Et je pense que les Israéliens et les Américains sont ceux qui ont compris que le résultat dépend de la force, et que cette force, c'est celle qui agit vraiment dans l'histoire, pas les négociations.
Du coup, ils se servent des négociations pour gagner du temps, pour désorienter l'autre camp, pour le piéger dans un processus qu'ils n'osent pas interrompre, de peur d'être accusés de faire échouer les pourparlers de paix. Alors, une fois que l'Iran a accepté de participer aux pourparlers de paix, il a en quelque sorte montré son jeu. Et maintenant, Trump peut dire, eh bien, les Iraniens ne veulent pas d'accord. Ils ont fait échouer les négociations. Ils ont attaqué des navires. Il peut dire ce qu'il veut. Les faits n'ont plus d'importance. Il peut inventer des choses et ce sera tout aussi efficace. Des événements qui n'ont jamais eu lieu prendront autant de poids, voire plus, que les faits réels. Et du coup, tout le monde se dit, ah oui, ces fichus Iraniens, ils ne veulent pas vraiment la paix. Oui. On dirait que Paul était « voyons un peu ce qui se passe ici. Il va revenir ». Et le dernier point, l'un de mes arguments avec les États-Unis, je pense, qui est vraiment important. Ah, voilà Paul. D'accord, ça m'a interrompu. Oui, je pense que, tu sais, quand je parle comme ça, tout le monde veut me faire taire. Pas seulement les Américains, les Israéliens ou les Russes, mais les Iraniens aussi. Quoi? Faire quoi? Ils ne supportent pas ce niveau de réalité. Ça ne colle pas avec le récit que chacun d'eux essaye de construire. Alors forcément, ils veulent tous que je me taise. Ouais. Paul, ce que j'essaie d'expliquer ici, avec l'exemple du marché du pétrole, du diesel et du kérosène, c'est que les marchés mondiaux du diesel et du kérosène sont étroitement liés. Donc, si les exportations du Golfe sont perturbées, les prix montent partout dans le monde. Et ça touche les compagnies aériennes, le transport routier et maritime aux États-Unis. Certaines régions sont plus vulnérables que d'autres. Par exemple, la côte est des États-Unis verrait les prix grimper et la situation ne serait pas la même dans tout le pays. Mais au final, ça ne veut pas dire que les États-Unis vont manquer de diesel ou de kérosène. Le vrai problème, c'est qu'ils devront payer beaucoup plus cher. Et c'est bien ça que les Iraniens ont en tête quand on parle du détroit d'Ormuz. Oui, eh bien, ça peut ou non se traduire par des prix beaucoup plus élevés. C'est vrai que si le prix mondial est très haut, les producteurs américains préféreront vendre à ce prix-là plutôt qu'à un prix régulé aux États-Unis. C'est exact. Mais la vraie question, c'est de savoir si le gouvernement va laisser les entreprises américaines vider le pays de son énergie juste pour faire plus de profit. Et probablement que non. S'il le faut, ils nationaliseront tout simplement les compagnies pétrolières. Les États-Unis ne vont pas dire « Oh mon Dieu, on ne peut pas faire décoller nos avions de chasse parce qu'on n'a plus de carburant, on a tout laissé vendre ailleurs. » Non, ça n'arrivera pas. Alors, ce qui va se passer, c'est quoi? Je pense que le transport aérien international va s'effondrer. Prenez un vol depuis New York, à l'aéroport Kennedy. L'avion américain sera plein de kérosène. Il pourra décoller, aller jusqu'en Europe, mais il ne pourra pas faire le plein là-bas pour revenir. Donc le trafic aérien va s'arrêter parce que les pays qui ont du carburant pourront faire partir leurs avions. Mais une fois arrivés, s'il n'y a pas de carburant sur place, ils ne pourront pas rentrer. Il y aura donc toutes sortes de perturbations dans le transport aérien. Si le pétrole ne sort plus du Moyen-Orient, il y aura des perturbations partout et les pays qui ne sont pas autosuffisants en pétrole paieront le prix le plus fort. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et ce ne sera confortable pour personne. Ce ne sera même pas confortable pour les Américains. Parce que tout le monde dira, eh bien, nous sommes vos alliés, on a désespérément besoin de pétrole et blablabla, tu vois?
et les pressions seront là. Et ce n'est jamais agréable d'avoir toutes ces pressions. Mais en temps de guerre, les choses se passent comme ça, tu sais. Donc, je pense que les Iraniens ne peuvent pas simplement compter sur le contrôle du détroit d'Ormuz et sur les Yéménites pour détruire l'oléoduc saoudien vers la mer Rouge. Je veux dire, pourquoi l'Iran ne le détruit pas lui-même? Pourquoi l'Iran le laisse-t-il là? Je pense que les Iraniens doivent comprendre que la guerre est jusqu'à présent, la guerre s'étend contre eux. Si les Turcs livrent les S-400, c'est anti-iranien. Si les Saoudiens interfèrent avec les vols iraniens vers le Yémen, c'est anti-iranien aussi. Et donc, la coalition américano-israélienne s'est élargie. Elle inclut maintenant la Turquie et l'Arabie saoudite. Et si demain, elle intégrait le Pakistan? Les Américains ont réussi depuis longtemps à simplement acheter ce gouvernement pakistanais. Ils l'achètent comme les Israéliens achètent le gouvernement américain. Voilà, combien de milliards? Combien de centaines de milliards? Tenez, prenez, et maintenant faites ce qu'on vous dit. C'est ça, la situation à laquelle les Iraniens sont confrontés. Ce n'est pas quelque chose qu'ils peuvent gérer facilement, ni en une seule étape, ni en se disant « on va contrôler le détroit et ça réglera le problème avec les Américains ». Non, ça ne marchera pas. Ils ne traiteront pas avec eux. Parce qu'en réalité, ils ne traitent pas avec les Américains, mais avec les Israéliens qui agissent à travers eux. Je pense, Paul, que les capacités du Yémen dans le conflit avec l'Arabie saoudite ne se limitent pas à la mer Rouge ou à l'oléoduc. Ils sont capables de frapper Aramco, toutes ces installations pétrolières en Arabie saoudite, et d'une certaine manière, de mettre à mal cette région. Ils ont vraiment les moyens de le faire. Eh bien, ils doivent simplement faire leur travail et s'y mettre. Oui, Ou alors, les Saoudiens vont avoir le S-400. Oui, vous voyez, on dirait bien que... Enfin, je ne peux pas affirmer que ce soit un fait, parce que cette nouvelle histoire autour du S-400 vient tout juste de tomber et je n'ai même pas encore eu le temps de l'analyser. J'en ai entendu parler à peine 1 heure ou 2 avant l'émission. Hier soir, j'ai laissé mes mails de côté. J'ai préféré lire un livre et me coucher tôt. Donc voilà. Mais là, le jeu change. Ou plutôt, le Hegel-Yurth. The game changes or changers. There are many of them, and that's just one that's happened. Il y en a beaucoup, et ça c'est juste un exemple. Si je comprends bien, ça montre que l'intérêt de Poutine, c'est l'argent pour les oligarques russes. Donc il n'est l'allié de personne, sauf des oligarques russes. Et il semble avoir sur lui la même emprise que le lobby israélien a sur Washington. Poutine semble même risquer son parti aux prochaines élections, parce que l'armée est mécontente, les services de sécurité sont mécontents et les nationalistes russes aussi. Et on a l'impression que Poutine s'en moque complètement. Alors, vous savez, ici aux États-Unis, on a une situation un peu similaire. Le Congrès américain est en train d'intégrer les États-Unis et Israël sur les plans militaires, économiques et politiques. En gros, ça va devenir un seul pays. Et en même temps, ils sont en train de faire passer une loi qui dit que les Américains qui critiquent Israël sont des criminels. Donc, une fois que cette loi sera adoptée, je ne pourrai plus parler d'Israël. Et si en plus ils la rendent rétroactive, ils viendront simplement m'arrêter. Voilà le genre de force corrompue, satanique, auquel le monde est confronté. Et ça ne sert à rien de faire semblant qu'elle n'existe pas. Quant aux menaces et aux serments, combien de fois Poutine a-t-il menacé? Et lesquels a-t-il vraiment mis à exécution? Il finit toujours par nier ses propres menaces. Et à quoi servent les Chinois? Au juste,
Qu'est-ce qu'ils comptent faire pour arrêter ça? Parce que ça va finir par arriver chez eux. It's going to end up on their doorstep. And this is what happens when the world doesn't organize and unite. Et voilà ce qui arrive quand le monde ne s'organise pas et ne s'unit pas contre le mal. Il finit par être dévoré par le mal. Vous savez, l'exemple parfait de ça, c'est Le Seigneur des Anneaux de J.R.R. Tolkien. Le monde entier est menacé par Sauron, et à moins qu'ils ne parviennent à unir leur histoire, ils ont énormément de mal à y arriver, même s'ils ont de vrais dirigeants, ce qui est rare aujourd'hui. Donc, je pense pas que ce que j'ai dit aujourd'hui va me rendre très populaire. I don't think what I've said today is going to make me very popular. Yeah. But Oui, mais tout le monde doit entendre. C'est pour ça qu'on fait ça, Paul. I think people have got to wake up. Je pense que les gens doivent se réveiller, sinon il sera peut-être déjà trop tard. Et ce qui est incroyable, c'est que les musulmans ne comprennent pas que l'intention d'Israël, c'est qu'aucun pays musulman n'existe au Moyen-Orient ou en Asie de l'Ouest, comme on dit maintenant. No, Muslim Ils ne voient même pas ça, et ils ne parviennent pas à s'unir face à ça. Et pourtant, depuis 79 ans, Israël le leur prouve chaque jour, et ils ne le voient toujours pas. Alors, and they still can't see it. So There is no hope for these Arab states, Paul. Il n'y a aucun espoir pour ces États arabes. Je ne vois vraiment aucun signe d'espoir du côté de leurs dirigeants. En fait, ils font partie du problème, pas de la solution. Oui, ils font partie du problème. Bon, on va voir ce qui se passe. Voyons, dans les prochaines heures, si le Yémen commence à attaquer et si la situation s'aggrave dans le Golfe Persique. À mon avis, ce soir, on va avoir de nouvelles attaques. On verra bien. well, it's entirely possible. eh bien, c'est tout à fait possible. Leave you without any Je ne veux pas vous laisser sans espoir. entirely possible. C'est tout à fait possible que si l'approvisionnement en pétrole était complètement interrompu, brutalement, immédiatement, la confusion et la flambée des prix se produisent avant qu'on ait la moindre capacité à segmenter les marchés. Et là, ça pourrait vraiment devenir le chaos total. And that it would cause all hell to break loose. And if the whole world's suffering and going down Et si le monde entier souffre et s'effondre rapidement, ça pourrait mettre assez de pression sur les États-Unis et sur Israël pour qu'ils abandonnent cette entreprise. Mais si ça se fait progressivement, ça leur laisse le temps de segmenter les marchés. Et une fois que c'est fait, c'est clair, les États-Unis agiront pour les États-Unis et pour Israël. Point final. Ils ne se soucieront pas de ce qui arrive à tous ceux qui n'ont pas d'avantage. Et donc, ils n'auront aucun intérêt à chercher une solution. Tant que l'agenda israélien du Grand Israël restera l'élément dominant, non seulement dans la politique étrangère d'Israël, mais aussi dans celle de l'Amérique, on ne peut pas s'attendre à ce que la situation s'améliore. You can't expect the situation to be corrected. So a massive war has to be the result. Donc une guerre massive doit forcément en être le résultat. Une guerre nucléaire, évidemment. Et c'est pour ça que je m'exprime. That's why Je suis totalement opposé au fait que les Iraniens ne saisissent pas les occasions qu'ils ont, qui pourraient, en théorie, empêcher ça, et que Poutine ne fasse rien pour l'arrêter. Au lieu de ça, il laisse simplement la situation s'étendre. Et elle ne cesse de s'étendre. En faisant semblant qu'il n'y a pas de guerre, on se retrouve avec une guerre qui s'élargit sans cesse. C'est pour ça qu'il faut agir de manière décisive dès le début. C'est comme avec un tyran dans la cour de récréation. Si tu laisses te prendre ton argent de poche une fois, il recommencera tous les jours. Il faut l'arrêter dès le premier jour. Très juste. Good point. Good point. Bon point. I hope the government in J'espère que les Iran gouvernements en Iran et en Russie t'écouteront et comprendront les points très importants que tu as soulevés. very important. Et merci beaucoup, Paul, d'avoir été avec nous Thank you aujourd'hui. so much, Paul, for being with us today. thank you. Merci pour cette occasion, Nima.
J'apprécie vraiment cette opportunité. And Un grand plaisir. thank you. Et mémoire. Merci. Merci, Romomo. Send me the URL. Sure. Bien sûr. Très bien. Au revoir. All right. Bye-bye. Bye-bye.